Justice transitionnelle, inabidi sheria ifanyike, sharti ukweli ueleweke, wangana wafarijike, mahakama ianzishwe, wanamgambo wasibiwe, kumbukumbu ziendeshwe. Bienvenue à l'écoute de l'émission Africa Reconciled vous parle. Une émission produite par Africa Reconciled dans le cadre du projet mis en œuvre par Africa Reconciled avec le soutien de l'Union européenne et l'Union africaine à travers les fonds africains pour la justice transitionnelle pour renforcer la participation significative des victimes dans le processus de la justice transitionnelle au niveau communautaire. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être là pour les 25 minutes de l'actualité. À la présentation, je suis Frédéric Ferrozi. Aujourd'hui, notre sujet est celui-ci, processus de justice et transitionnel en RDC. Que comprendre de l'approche victimo-centrée? Pour les contextes, vous le savez bien, mesdames et messieurs, quelques lignes bougent sur le plan politique en RDC depuis 2020 pour mettre en place et réussir le processus de justice transitionnelle dans un pays qui connaît la guerre depuis près de 30 ans. Plus d'un spécialiste estime que ce sera les passages obligés pour retrouver la paix durable en RDC. Depuis 2005, c'était la société civile seule qui s'activait pour faire amorcer les processus de justice transitionnelle en RDC. Mais presque un silence radio était observé au niveau politique, preuve de l'absence d'une volonté politique. Au moment où l'on assiste à des initiatives gouvernementales, la société civile de la RDC se mobilise de plus en plus et développe des approches. Qu'en est-il donc de l'approche victimo-centrée que met en œuvre l'organisation Africa Reconciled, basée à Goma, ici dans l'Est de la République démocratique du Congo? Nous les verrons tout à l'heure avec nos deux invités. Il s'agit tout d'abord de Pascal Mugaruka. Il est le directeur exécutif de Africa Reconciled. Monsieur Pascal, bonjour. Merci également de nous avoir honorés par votre arrivée ici. Bonjour. Nous sommes également avec votre compagnon Florentin Bienda. Il est assistant à la direction Africa Reconciled. Il est également chargé de la mise en œuvre du projet de justice transitionnelle au niveau de cette organisation. Monsieur Florentin Bienda, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, la première des questions, monsieur Pascal Mugaruka, je vous l'adresse. Et ce n'est pas la première fois que vous passez dans cette émission pour parler de justice transitionnelle. Également, vous êtes reconnu en tant qu'un acteur important de la lutte pour les processus de justice transitionnelle ici en République démocratique du Congo. Nous allons, quoi qu'il en soit, revenir sur la justice transitionnelle. C'est quoi en fait la définition que vous en donnez, peut-être pour que ceux qui ne sont pas du domaine comprennent un peu quelque chose? C'est quoi en fait la justice transitionnelle? Est-ce que c'est important, cette justice transitionnelle? À vous la parole. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et merci aussi à tous les auditeurs de la radio Bora FM qui nous écoutent à ce moment. Je suis Pascal Mugaruka, directeur exécutif de l'organisation Africa Reconciled, qui est une organisation qui travaille pour la consolidation de la paix, le renforcement et l'impulsion des mécanismes de justice transitionnelle en RDC, l'entrepreneuriat des jeunes et aussi les questions liées au plaidoyer. Alors, comme vous avez dit, les organisations, on a travaillé depuis longtemps pour que ce processus soit une réalité dans notre pays. Exact.
Et nous sommes très contents parce que c'est en 2020 que le gouvernement a trouvé l'importance d'accompagner ces processus. Et il y a beaucoup d'initiatives, comme vous venez de le dire, qui ont été mises en place par le gouvernement congolais. Nous voyons par exemple les consultations nationales qui ont été organisées dans toutes les provinces. Il y a eu aussi le projet loi sur la réparation qu'on appelle aujourd'hui Fonarev. Il y a eu aussi même un draft déjà qui est en train d'être qui a été déjà soumis au gouvernement congolais sur la politique nationale de justice transitionnelle en RDC. Et il y a beaucoup des initiatives. Il y a le programme national de justice transitionnelle qui est aussi en train de faire son travail. Alors, c'est quoi exactement, comme vous avez dit, la justice transitionnelle? Les gens doivent comprendre quoi? Oui, parce que la justice transitionnelle, c'est un ensemble de processus et de mécanismes qui sont à la fois judiciaires et non judiciaires. Ces processus, cet ensemble, il est aussi formel et informel et qui vise à faire face aux conséquences des crimes et des graves violations des droits humains dans une société en vue d'assurer un avenir juste et paisible. Ça, c'est la justice transitionnelle. Les pays comme le nôtre, qui a traversé des moments de guerre, qui continue aussi à traverser des moments de guerre, de violations. Et cela fait près de 30 ans. Plus de 30 ans. Je pense qu'il est très important que ces processus soient appliqués pour ne fût-ce que amener un avenir juste et paisible. Un avenir juste et paisible, pourquoi? Parce que le processus de justice transitionnelle est fondé sur 4 piliers. Oui, on va y arriver. Ouais. Mais avant cela, est-ce qu'un avenir juste et paisible est encore vraiment à espérer dans les contextes où nous nous retrouvons? Les gens ont presque perdu espoir. Ça fait près de 30 ans que l'on est dans la même situation et les gens pensent qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'avenir pour la RDC. Apparemment, tout a échoué, que ce soit au niveau politique et diplomatique. C'est ce qu'on rencontre dans l'opinion. Exactement. C'est pourquoi nous sommes en train d'encourager le processus, parce que c'est une voie d'espoir pour ces peuples meurtris. C'est ces peuples qui a perdu espoir. Le processus en soi a des piliers ou à des étapes justement, qui peuvent construire. Vous pouvez maintenant les citer cet avenir. Quels parce sont que ces piliers? La finalité d'abord, avant que je cite, c'est que la finalité de ce processus de justice transitionnelle, c'est parvenir à la paix, à la réconciliation, à la justice et à une responsabilité durable. Et cette responsabilité devrait en priorité créer ou renforcer les capacités nationales et locales. Vous comprenez déjà que quand nous parlons d'une paix durable, quand nous parlons d'une réconciliation et quand nous parlons de tout ce qui est comme justice, nous sommes en train de construire un avenir. Et un avenir meilleur, un avenir plein d'espoir. C'est pourquoi si tout le monde comprenait ces processus et que si tout le monde travaillait pour que ces processus soient réels, soient une réalité dans notre pays, en fait, nous allons passer à une paix durable, nous allons avoir une réconciliation et tout ça, l'ensemble de paix, de réconciliation, c'est parvenir à un pardon réel, vrai, dans notre pays. Alors quand vous dites que tout le monde, si tout le monde comprenait, en d'autres termes, vous voulez dire que les processus de justice transitionnelle n'est pas une affaire de certains gens, mais ça doit impliquer tout le monde. Non, ça doit impliquer tout le monde. C'est pourquoi nous parlons de processus formels et informels, judiciaires et non judiciaires. Ça veut dire il y a la participation des communautés, il y a la participation des cours et tribunaux, il y a la participation des politiques et c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Et si chacun joue son rôle dans le processus, vraiment, ça, c'est une voie pour un avenir meilleur pour notre pays. Parce que là où on est, on doit passer à ça. Pourquoi? Parce que
Le premier pilier de la justice transitionnelle, c'est la recherche de la vérité. Et vous savez que nous sommes dans une situation où, de fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Et on doit trouver des mécanismes qui nous permettent de connaître la vérité sur ce qui se passe. Parce que si longtemps qu'on ne comprend pas ce qui se passe, il y a un danger permanent. Il y aura des accusations, il y aura des crimes non justifiés, il y aura des revendications non comprises parce que on ne connaît pas la vérité sur ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans le cadre de la justice transitionnelle, comme étape ou comme pilier, c'est la justice en soi. La justice, c'est le travail sur les cours des tribunaux. Et quand nous parlons de travail des cours des tribunaux, c'est pour réellement savoir qui a fait quoi et qui doit faire quoi et qui doit subir quoi et qui doit répondre à quelle question ou à quelle situation. Ça, ce sont des juges, des tribunaux qui nous permettent de comprendre ces niveaux-là. Le troisième pilier, c'est la réparation. Et vous allez voir qu'actuellement, le gouvernement s'implique beaucoup parce que plus de 10 millions de morts, il y a beaucoup de victimes en RDC et nous devons passer à la réparation de ceux qui ont été victimes de ces atrocités. Bien sûr qu'à un moment donné, c'est le gouvernement qui a la responsabilité de protéger la population, mais à un moment donné, on a cette responsabilité à échapper au gouvernement congolais dans plusieurs territoires, dans plusieurs villages, dans plusieurs milliers, et beaucoup de gens ont été des victimes des atrocités, des guerres, des pillages, même jusqu'au niveau environnemental et ressources naturelles. Exactement. Le pays a été tellement dévasté que nous avons besoin d'une réparation à tous les niveaux. Et les efforts du gouvernement et de prendre en charge déjà ces victimes, c'est quelque chose de très important déjà qu'on doit encourager pour que ces victimes soient au centre d'attraction. Et nous allons vous montrer quelles sont les actions qu'on doit mener pour que la victime soit réellement au centre de ce processus. Exactement. Et l'autre pilier, c'est la garantie de non-répétition. Il faut que les gens parviennent à dire que ça suffit et il faut que ça change. Ça suffit, il faut que ça s'arrête. Nous ne devons pas continuer. Des cycles de tensions, de violences, des conflits, des qui c'est chaque jour, oui. Et les gens ne comprennent pas la finalité de toutes ces choses. À un moment donné, nous devons nous mettre et nous dire non, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on connaît déjà la vérité, on connaît ceux qui sont des victimes et on a même des jugements par rapport à ceux qui ont été identifiés dans tel cas ou dans un autre. Et à un moment, nous devons arrêter ça et construire un avenir. Et c'est le cinquième pilier même, la construction du futur ou des mémorials, pour dire nous avons passé à ces étapes, nous avons connu cette situation, mais actuellement, voici ce qui nous rappellera chaque jour que nous ne devons pas faire ça. Et nous devons le faire d'une manière professionnelle, pas sentimentale ou politique ou parce que nous voulons gagner quelque chose. C'est vraiment, ça doit être toute une histoire que nous allons construire et nous allons écrire pour notre pays. Exactement. Alors, je ne sais pas si je dois adresser la parole à Florentin Bien également. Toujours dans le cadre de nos discussions, il y a Pascal qui dit que les premiers piliers, c'est tout d'abord le rétablissement de la vérité. Mais il y en a qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Est-ce qu'il n'y a pas dans le contexte congolais des vérités qui, une fois mises sur la table, ça pourrait encore accentuer les violences ou les conflits, les intensifier? Ok. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Il est vrai que la vérité ou le rétablissement de la vérité, c'est un des piliers majeurs de la justice transitionnelle, parce que c'est là où c'est de là que partent les autres piliers. S'il faut réparer, il faut garantir, il faut partir de ça. Mais encore qu'il faut dans
dans la dynamique de la recherche de la vérité, assurer les principes de la confidentialité, parce que c'est un principe qui va de pair avec le principe de la sécurité pour les victimes. Parce que, comme on va l'aborder dans les chapitres qui vont suivre, les victimes sont au centre du processus. Et pour que le processus vraiment soit couronné de succès, il faut que les victimes soient placées au centre. S'il faut chercher la vérité, il faut partir des victimes, parce que ce sont les victimes qui ont effectivement subi les violences, ce sont eux qui ont subi les crimes, les violations graves des droits de l'homme. S'il faut vraiment connaître tout ce qui s'est passé autour de ces dynamiques, il faut impliquer les victimes. Mais, comme vous l'avez dit, on doit faire preuve de la confidentialité, des principes de confidentialité, de telle sorte que on ne puisse pas exposer encore ces victimes sur d'autres menaces, d'autres violences, parce que les auteurs, surtout dans les contextes actuels où on est en train d'assister encore à des bourreaux qui sont encore libres en train de circuler. Et donc, on doit y aller avec prudence pour garantir que la vérité est connue, mais dans un cadre vraiment qui sécurise aussi les victimes et les témoins et même les communautés affectées. Alors, Pascal, vous avez dit à propos du deuxième pilier, je crois, c'est la justice. On doit administrer la justice. Et vous avez cité les causes et tribunaux. Mais nous nous retrouvons également dans un contexte où notre justice est qualifiée de malade. Témoin les contextes actuels, en fait, l'expérience douloureuse que nous vivons actuellement, les bras de fer entre les magistrats et les ministres de la Justice, Constant Moutamba, aujourd'hui, c'est une preuve que même au niveau de l'appareil judiciaire, il y a des gens qui ne veulent pas de changements, etc. Est-ce que l'état actuel de la justice congolaise n'est pas à un certain niveau également un blocage pour que nous puissions suivre un processus normal et réussi de justice transitionnelle en RDC? Est-ce que il vous arrive de discuter, vous les experts, de discuter également de cette dimension et d'en parler aux politiques et dans le cadre de l'implémentation en fait du processus de justice transitionnelle? Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai qu'il y a ces soucis-là au niveau de la justice dans notre pays. Mais je pense qu'il y a aussi des efforts qui sont fournis à plusieurs niveaux pour que la justice assume ses responsabilités. À notre niveau, nous restons société civile, nous restons sur le terrain, nous encourageons tout le monde pour qu'il puisse assumer sa responsabilité et puisse jouer son rôle aussi. Mais un autre niveau, c'est comme ça que nous avons plusieurs approches dans le processus de justice transitionnelle. Il y a les approches non judiciaires qui peuvent aussi résoudre les questions de paix et des conflits et des crimes dans les communautés. Et nous nous concentrons beaucoup aussi jusqu'à ce moment sur les processus informels et qui nous permet d'amener les communautés à initier ou bien à prendre des initiatives qui vont dans le sens de ramener la paix, la cohésion nationale, la réconciliation entre eux. Parce que, comme vous avez dit, lorsque nous sommes sur terrain, qu'on travaille avec les communautés, il y a beaucoup de gens qui vous disent, bon, nous on n'a pas besoin d'aller en justice, nous on n'a pas besoin de faire les procès, mais nous avons juste besoin de savoir pourquoi ces choses nous sont arrivées. Pourquoi on a massacré les nôtres? Qu'est-ce qui était à la base? Et ils vous disent clairement que si nous comprenons la vérité derrière ça, en tout cas nous sommes prêts à faire la paix avec telle personne, quand bien même c'est les bourreaux, quoi. Donc, vous comprenez que au-delà de la justice formelle, il y a d'autres mécanismes qui sont encouragés par le processus de justice transitionnelle pour ramener la paix, pour ramener la cohésion dans la communauté. Mais il y a certains crimes qui sont présentés comme imprescriptibles, c'est-à-dire des crimes qui ne peuvent pas passer inaperçus.
et il faut juger les auteurs de ces crimes et de tels bourreaux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain niveau, on devrait recourir peut-être à une justice internationale, par exemple un tribunal pénal international pour la RDC, par exemple? Oui. Pour que certaines personnes ne jouissent pas de l'impunité ou ne donnent pas l'impression à la communauté qu'ils jouissent de l'impunité et que ça continue de faire mal dans le cœur des victimes. Exactement, je suis d'accord avec vous. Et vous savez que ça fait partie aussi même du combat du docteur Mukwege pour le tribunal pénal international. Tribunal pénal international. Et même beaucoup des acteurs sont en train d'encourager les chambres mixtes même pour tout ça. Et tout ça est lié aussi par rapport à certains rapports qui ont été produits, notamment vous connaissez les fameux rapports mapping, tout ça. Ce sont des crimes au niveau international qui doivent être aussi considérés à ce niveau-là. Alors, mais comme je vous ai dit au début, nous sommes dans un processus. Ça veut dire, nous faisons ce que nous pouvons faire nous à notre niveau. Et nous encourageons les autres institutions à faire leur travail aussi. Parce que nous n'avons pas la capacité de demander, de mettre en place une tribune pénale internationale. Je pense que c'est le gouvernement congolais qui doit demander ça. Il faut diplomatique. Il faut diplomatiquement par là avoir une force, avoir des capacités. Et ça, c'est réservé aux politiques, au gouvernement. Mais nous, au niveau de la société civile, nous nous rassurons que tous les mécanismes, les processus qui nous reviennent, nous sommes en train de l'appliquer au niveau de la base, au niveau des communautés. Au même moment, nous avons des actions de plaidoyer que nous faisons pour encourager le gouvernement aussi. Comme je vous ai dit, c'est en 2020 qu'enfin le gouvernement congolais a compris que ça valait aussi la peine d'entrer dans ces processus. Et il y a déjà des signes positifs. Notamment, vous avez suivi les questions de Kisangani, la réparation qui était là des victimes. Comme on parle de Fonarev, on est en train de parler d'un programme national de justice transitionnelle. Et je voudrais vous informer qu'il y a déjà une collaboration qu'on appelle SID-SID entre l'expérience de la Colombie qui doit être d'une part appliquée aussi en République démocratique du Congo. Juste ces échanges d'expériences, comment ils ont fait, parce que avancé dans ces domaines-là. Oui, ça avance très bien et je pense que d'ici là, il y a des délégués congolais qui vont aller en Colombie pour une formation et apprentissage de ces processus et voir comment nous pouvons faire comment on appelle ça? Jumelage. Et échanger d'expérience, la société civile congolaise et la société colombienne, comment on peut changer l'expérience, parce que en Colombie, vous savez, ils ont avancé dans ces processus et il y a beaucoup même des expériences qui peuvent nous aider. Comme nous, on est au début du processus en RDC. Alors, vous comprenez qu'il y a tout un travail qui doit se faire. Nous sommes un pays qui a connu beaucoup des affres de guerre. Nous avons eu beaucoup de difficultés et il y a beaucoup de choses qui doivent être reconstruites et renaître davantage. Mais le travail est là, le travail continue depuis 2005. Et si aujourd'hui on peut avoir un accompagnement maintenant du gouvernement dans ces processus, je pense que c'est déjà quelque chose qui est intéressant. Merci. Alors Florentin, qu'est-ce que vous répondez à ces critiques congolais? Ils sont dans des mouvements citoyens et également dans la société civile, et dans la classe politique, notamment l'opposition, qui pensent que les Fonarev, c'est une fuite en avant. Pour eux, on ne devrait pas commencer par la réparation avant de rétablir la vérité sur ce qui est en train de nous arriver en RDC depuis près de 30 ans. Il y en a au niveau notamment de l'opposition et de la société civile qui critiquent les fonds Narev, les fonds nationaux et les réparations des victimes. Ces gens-là pensent que dans les cadres des justices transitionnelles, on aurait pu commencer par les rétablissements de la vérité, c'est ce qui est en train de nous arriver depuis près de 30 ans, que de passer directement à la réparation des victimes qui ne savent pas pourquoi ils ont été victimes. Ok, merci beaucoup. En fait, chaque pays, au fait, définit son approche de la justice transitionnelle.
parce que comme vous allez le constater, ce n'est pas la manière dont la Colombie a abordé la question de la justice transitionnelle que nous l'abordons. Il en est de même pour d'autres pays. Mais logiquement, comme vous l'avez dit, et théoriquement, la justice transitionnelle devrait être focalisée sur une politique nationale de la justice transitionnelle qui, s'il faut vraiment, s'il faut réaliser les avantages espérés de la justice transitionnelle, il faut focaliser cette politique même sur les aspirations et les besoins des victimes. Cela suppose qu'il fallait faire une consultation nationale bien avant. Il fallait consulter toutes les parties prenantes pour essayer d'inspirer ce que les victimes et les communautés affectées voudraient voir en termes de justice transitionnelle. Je crois que notre gouvernement est en train de se rattraper à un certain niveau parce qu'il y a eu des consultations nationales, bien qu'elles ne sont pas encore finies. Dans certaines provinces, il y a eu des consultations nationales qui ont été organisées pour essayer effectivement de recueillir les avis, des victimes, les avis de toutes les parties prenantes, y compris les communautés affectées, la société civile, ainsi de suite, pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils aimeraient voir comme principe, comme processus de justice transitionnelle, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir en termes de vérité, en termes de justice, en termes de réparation, ainsi de suite. Alors, je suis certain qu'après que toutes ces consultations auront fini, dans d'autres provinces, parce qu'on est en même temps en train de réclamer que d'autres provinces aussi soient consultées, comme le Nord Kivu et les Sud Kivu et l'Ituri, qui sont des provinces qui ont été sensiblement touchées par les conflits armés. Je suis vraiment optimiste qu'après que toutes ces consultations seront organisées, quand ils auront lieu, il y aura la possibilité de corriger certaines failles qu'il y a dans les processus. Je suis aussi convaincu que tout débit est très difficile, mais nous pouvons compter sur la volonté du gouvernement à pouvoir mettre en place un processus en faveur des victimes qui pourra, comme nous sommes aussi convaincus, aboutir à une paix durable. Exactement. Pascal, avez-vous ajouté à l'idée qu'il vient de donner par rapport à cette critique qui est souvent formulée par certains acteurs au niveau de la société civile et même de l'opposition, par rapport au FONAREV notamment? Oui, je pense que c'est important qu'on laisse les gens en fait donner leur point de vue. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Sauf que je pense nous sommes au niveau où nous on a développé une approche qu'on appelle victimo-centrée. On en parlait tout à l'heure. Et vous allez voir que cette approche nous oblige d'abord que les victimes soient rétablies. C'est le rétablissement des victimes d'abord. Parce que quand même on peut chercher la vérité, on peut entrer à la garantie de non-répétition, tout ça. Mais la personne, la victime, est-ce qu'on est en train de le rétablir dans son état? Et je pense que c'est là que le gouvernement a compris l'importance de travailler d'abord sur le rétablissement des victimes. La deuxième chose qu'on encourage dans notre approche, c'est réduire les risques de préjudice supplémentaires. Ça veut dire on ne doit pas continuer à enregistrer des victimes parce qu'on veut chercher la vérité ou on veut garantir dans nos répétitions. S'il y a moyen qu'on réduise le nombre de victimes, c'est très important dans la justice transitionnelle. Et l'approche des FONAREV, la loi telle qu'elle l'a institué, le FONAREV, le Fonds national, c'est aussi pour réduire ces préjudices-là causés aux victimes. Et nous devons encourager ça, et nous devons encourager le gouvernement
à mettre du professionnalisme dans ce travail-là. C'est vrai, c'est pas l'assistance humanitaire, c'est tout un processus. Il faut l'enregistrement, il faut avoir la base de données de ces victimes, il faut aussi à un moment donné les sensibiliser, il faut les accompagner. Je crois que quand on va développer, vous allez comprendre comment ça se fait. Et enfin, on doit renforcer son autonomie et son autodétermination. Parce que quand on ne renforce pas son autonomie en tant que victime, son autodétermination aussi, quelque part le reste du processus ne va pas aboutir. Alors, l'approche de FONAREV déjà, c'est une bonne approche qu'on a encouragée, mais qu'il faut qu'il y ait du professionnalisme, qu'il faut qu'il y ait un travail en amont, qu'on comprenne réellement, que les acteurs qui animent l'institution comprennent réellement le besoin du victime et comment on doit travailler pour accompagner les victimes. Donc, mais de toute façon, les critiques et autres choses sont toujours là et nous, en tant que société civile, nous devons toujours, comme je l'ai dit, approcher ces institutions, leur donner des orientations parce que nous en avons de l'expérience dans la matière. Alors, Florentin, comment vous présentez en fait les approches effectivement centrées? Parce que je souhaite maintenant qu'on en parle. Pascal vient juste d'introduire. Je ne sais pas si vous avez ajouté en termes de définition ou de compréhension de cette approche victimement centrée. Merci beaucoup. Dans les processus de justice transitionnelle, bien sûr. Merci beaucoup pour la question. Je préfère commencer d'abord par la finalité. Oui. Comme Pascal l'a dit, Oui. La justice transitionnelle a pour finalité la réconciliation, le rétablissement de la paix et d'une paix durable même, et de la justice au sein d'une communauté déjà meurtrie, affectée par des conflits, les conflits armés. Voilà un peu la finalité. Mais pour y arriver, ce n'est pas aussi automatique, ce n'est pas facile. C'est tout un processus qui nécessite une prudence, l'application de certains principes universellement acceptés, mais qui ont aussi fait des preuves dans d'autres pays du monde. Voilà, c'est comme ça qu'on est conscient de cela, de cette finalité. Et en tant qu'organisation de consolidation de la paix, nous avons décidé de nous positionner sur la justice transitionnelle à cause de ces potentiels-là de pouvoir établir la paix en RDC. Alors, notre approche, c'est d'abord promouvoir la participation significative des victimes dans tous les processus, mécanismes ou initiatives de justice transitionnelle. On ne doit plus faire les choses à sa place. Oui. On ne doit plus faire les choses au nom et à la place des victimes. Il faut les associer. Exactement. Il faut les faire participer. Il faut les faire participer parce que, comme nous l'avons dit tantôt, ce sont eux qui ont subi les atrocités. Ce sont eux qui sont affectés, sont eux qui sentent exactement comment la douleur, l'intensité du problème, des crimes, des violations. Ça vaut la peine que si on veut vraiment réparer, que si on veut connaître la vérité, que si on veut rendre justice, que si on veut garantir la non-répétition des crimes, qu'on puisse l'associer. Alors, comment nous faisons? Nous, on a jugé bon de faire usage de ce qu'on appelle l'approche victimo-centrée. Cette approche, c'est comme vous l'entendez, c'est une approche centrée sur les victimes. Elle consiste normalement à mettre les victimes au centre de tous les mécanismes, tous les processus de justice transitionnelle et de les mettre au centre à tous les niveaux ou dans toutes les étapes. Qu'il s'agisse de la définition d'un programme de justice transitionnelle, qu'il s'agisse de la planification, qu'il s'agisse de la mise en œuvre, qu'il s'agisse de l'évaluation de ces processus. Il faut se rassurer que ces victimes sont associées, sont impliquées dans tous ces processus pour que la finalité, qu'on puisse espérer à ces avantages ou à cette finalité que vous vous souviendrez que M. Pablo de Greff, pour les paraphraser, il a dit que s'il fit pour rappel
un ancien rapporteur des Nations Unies, rapporteur spécial des Nations Unies sur les 4 piliers de la justice transitionnelle. Il a dit, je cite, aucun des mécanismes, aucun des avantages associés ou reconnus à la justice transitionnelle ne peut être réalisé au dos des victimes sans leur participation significative. Comme vous l'entendez, il voulait insister sur l'importance de cette participation des victimes pour que les processus de justice transitionnelle soient couronnés de succès. Alors, pour arriver à appliquer ou à réaliser cette approche, il faut respecter un certain nombre de principes. Les principes directeurs de cette approche, c'est ce qu'on appelle les do no harm. Les do no harm veut dire tout simplement, en français, ne pas nuire. Ne pas nuire, c'est-à-dire en cherchant même à promouvoir les droits des victimes. Comme la justice transitionnelle est focalisée sur les droits des victimes, il ne faudrait pas que l'on puisse créer d'autres violences, des violences supplémentaires pour les victimes, que ce soit des violences physiques, des violences émotionnelles, des psychologiques, ainsi de suite. Alors, à ces principes directeurs, il y a 4 autres principes qui dépendent ou qui sont liés directement à ces principes directeurs. Le premier, c'est la confidentialité. Nous l'avions déjà dit. La confidentialité dans les initiatives ou les actions de justice transitionnelle est très capitale. Elle est capitale parce que elle consiste d'abord à se rassurer que toutes les informations qui sont partagées par les victimes ou les groupes de victimes, les communautés affectées, soient traitées de manière confidentielle, ne soient pas mis à la disposition, divulguées à la disposition du public, de peur que ça ne puisse pas, de peur des représailles sur les victimes, parce qu'il y a il y a des bourreaux qui circulent, les auteurs des crimes qui circulent librement. Qui exercent parfois des responsabilités sociales ou politiques. Et même politiques. Alors, si les actions de justice transitionnelle ne tirent pas attention sur ces principes de confidentialité, ça risque de nuire encore, ça risque de provoquer de nouvelles violences, de nouvelles menaces vis-à-vis des victimes. Alors, le deuxième principe, ça porte sur la sécurité. Et ce principe va de pair avec la confidentialité, parce que si on n'assure pas la sécurité des victimes et des témoins et toutes ces communautés affectées, ça va affecter les niveaux et la qualité même de la participation des victimes. Ils ne vont pas participer parce qu'ils ont peur d'être encore victimes de nouvelles violences, et cela va affecter leur niveau de participation et la qualité du processus en général. Bon, le troisième principe, c'est le principe du respect. Bon, les victimes, parfois, comme Pascal l'a dit, il y a des victimes qui ont été touchées, sensiblement touchées par les violences. Elles sont traumatisées. Elles sont traumatisées. Il y en a même qui sont victimes de violences sexuelles. Il y en a qui ont perdu, qui ont été dont les parties du corps ont été amputées. Il y en a qui sont dans des conditions vraiment un peu critiques. Mais dans le processus, on doit se rassurer qu'on traite les victimes avec respect, avec dignité. On les traite comme des personnes qui sont des titulaires des droits, des personnes qui sont dignes comme toute autre personne. Sinon, ça va provoquer un sentiment de honte. Ils vont développer ces sentiments de honte parce que ils vont penser qu'ils sont inférieurs, qu'elles sont inférieures et tout ça, et ça ne va pas promouvoir ou ça ne va pas favoriser la participation des victimes, et la qualité du processus en général, ça va diminuer. Enfin, il y a le principe de la non-discrimination. Ce principe veut que toutes les victimes, toutes les personnes qui ont été affectées par les crimes et les atrocités sont auteurs des droits au même niveau, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur appartenance politique, leurs conditions physiques. Toutes ces victimes sont titulaires des
des droits et ont droit d'être traités avec respect, ont droit d'être traités de la même façon dans les processus. Cela implique qu'on doit inclure tout le monde, on doit promouvoir l'inclusion dans les processus pour que toutes ces victimes se sentent valorisées, se sentent considérées et qu'ils se sentent réellement qu'ils sont des auteurs des droits qu'ils doivent défendre. Voilà un peu, de manière générale, l'approche. Et si cela est fait, les résultats, c'est ce que Pascal a dit. Ça va favoriser le rétablissement, la réhabilitation des victimes. Ça va favoriser cette autonomie, l'autonomisation des victimes. Ça va favoriser même la considération. Ça va favoriser la justice et la paix. Voilà un peu l'approche que nous sommes en train de mettre en œuvre dans le cadre de nos activités liées ou relatives à la justice transitionnelle. Alors Pascal, l'approche effectivement centre la victime au centre de toutes les démarches, mais je voudrais un peu que vous puissiez nous apporter un peu de lumière par rapport à la victime. Qui est victime et qui est bourreau en effet? Puisque si nous considérons la situation par exemple ici dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous avons l'impression d'avoir été victimes de cette guerre qui dure dans le temps, ça fait près de 30 ans. Est-ce que nous tous nous sommes des victimes? Je vous ai entendu à une certaine étape appeler le gouvernement au professionnalisme et pour cela vous avez par exemple recommandé que les victimes soient répertoriées, soit enregistrées, etc., etc. En fait, qui est victime? Y a-t-il est-ce que vous pouvez nous présenter les profils de la victime ou des victimes et les profils des bourreaux? Ok, merci beaucoup. Je vais définir FONAREV par exemple. Oui. Pour qui est le Fonds national, oui. Qu'est-ce que pourquoi le gouvernement est arrivé à comprendre que c'est important de faire ça. Alors, FONAREV, c'est quoi? C'est le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit. Déjà, toute personne qui a été violée, femme, parce qu'il y a aussi des hommes qui ont été violés, sur le plan sexuel, les violences sexuelles d'une manière générale, sont des victimes. De la guerre. Et automatiquement, les bourreaux, c'est qui? Ce sont les violeurs. Ce sont les violeurs. Au-delà de ça, on est allé, on a dit que au-delà des violences sexuelles, il y a d'autres crimes contre l'humanité et la sécurité, les crimes contre la sécurité de l'humanité. Toute personne qui a été ravi de sa protection en tant qu'être humain, il est victime. Notamment, nous voyons tous ces déplacés de guerre. Quand ils se déplacent, ils viennent mourir ici, ils sont victimes des conflits armés. Il faut passer quelques 200 étaient enterrés parce qu'ils sont morts des traumatismes, des famines, des maladies, voilà, dans des camps de déplacés autour des Goma. Voilà. Ça, ce sont des victimes. Ce sont des victimes liées aux conflits armés. Mais il y a, on continue à dire que ces victimes aussi peuvent être aussi des victimes par rapport à des normes institutionnelles qui ont été mises en place et qui n'ont pas favorisé la protection. Par exemple, il y a les normes culturelles, il y a qu'on a institutionnalisé. Par exemple, on dit non, bon, une femme ne peut pas faire ça parce que dans notre culture, la femme n'a pas n'est pas reconnue comme un être humain ou comme à la même valeur que l'homme. Cette femme, elle est victime. Vous comprenez? Et automatiquement, il y a même les victimes, comme je vous ai dit au début, il y a même l'environnement qui est victime aussi. Nous voyons la destruction massive de l'environnement, les pillages systématiques des ressources naturelles.
Tout ça entre dans la boîte des victimes, et ceux qui sont les auteurs de ces choses-là sont automatiquement appelés des bourreaux. Et comme on a dit, ils peuvent se retrouver partout. Ils peuvent se retrouver dans les groupes armés, dans les rébellions, même dans les gouvernements, dans nos familles, dans nos cultures, dans nos chefferies et partout là. Ça, ce sont des bourreaux. À chaque fois que vous avez commis une violence sur un individu, sur un être humain, vous devenez automatiquement le bourreau. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, il y a des victimes qui sont devenues aussi des bourreaux. C'est quand ils ont été violés plusieurs fois, ils deviennent aussi des violeurs. Et ils deviennent à la fois aussi des bourreaux. Donc, quelqu'un peut être victime aujourd'hui, et demain, on va le retrouver, il est sur la liste des bourreaux. Pourquoi? Du bourreau, parce que il y a ce cycle de violence qui est en train de rester d'une manière permanente, et que nous devons en fait voir comment arrêter par nos actions et par les conseils et les activités de plaidoyer. Voilà, merci, c'est la fin de cette émission. Pascal et Florentin, merci à vous deux d'avoir honoré notre invitation. Merci également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Vous êtes sur Bora FM. Écoutez-nous également partout dans le monde sur www.borafm.net. Moi, c'était Frédéric Ferrouzi avec l'accompagnement technique des Prémices Mombéré. À la prochaine. C'était votre émission Africa Reconciled vous parle. Une émission produite par Africa Reconciled dans le cadre du projet mis en œuvre par Africa Reconciled avec le soutien de l'Union européenne et l'Union africaine à travers les fonds africains pour la justice transitionnelle pour renforcer la participation significative des victimes dans le processus de la justice transitionnelle au niveau communautaire. Justice transitionnelle, inabidi sheria ifanyike, sharti ukweli ueleweke, wangana wafarijike, mahakama ianzishwe.